vous joindre à nous. Mon nom est Camila Duarte et je serai votre animatrice aujourd'hui. Je me sens profondément privilégiée d'être l'animatrice du débat RISE, un rôle qui me permet de faciliter des conversations essentielles, d'élever la voix des femmes et de contribuer activement à un dialogue d'impact au service de notre écosystème entrepreneurial. Je suis aussi la coordinatrice du programme d'entrepreneuriat Femmes Plus de RISE. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'organisation, RISE est un organisme de bienfaisance qui soutient et utile les personnes qui font face à des enjeux de santé mentale et de dépendance en les aidant à transformer leur vie grâce à l'entrepreneuriat. Par le biais d'options de financement flexible, de formation, d'initiatives de mentorat et d'autres services de soutien personnalisé, RISE aide des personnes de partout au pays à développer les compétences clés et à accéder au capital nécessaire pour lancer la petite entreprise qui leur assurera un emploi satisfaisant, une meilleure indépendance économique et un bien-être personnel. Aujourd'hui, nous soulignons la Journée internationale des droits des femmes en réfléchissant ensemble à un enjeu central pour plusieurs femmes plus du monde de l'entrepreneuriat. Comment bâtir son entreprise tout en prenant bien soin de sa santé mentale? Je viens d'explorer la question avec nos invités. Alors, la reconnaissance territoriale. D'abord, je tiens à mentionner que cette plateforme numérique nous relie aux quatre coins de l'île de la Tortue, mais le siège social de RISE est situé à Toronto, soit le territoire traditionnel de plusieurs nations autochtones, dont les nations Mississauga de Crédit, Anishinaabe, Ojibwe, Haudenosaunee et Huron-Wendat. Ce territoire accueille de nombreuses communautés, Premières Nations, Inuits et Métis. Nous reconnaissons aussi que la ville de Toronto est incluse dans le traité 13 signé avec la Mississauga de Crédit. À toutes les personnes issues de la colonisation au sein de ce groupe, je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à notre rôle et à nos rapports avec toutes les communautés autochtones. Travaillons ensemble à créer un avenir plus solidaire et équitable. Donc, quelques informations pratiques et remerciements. La discussion aujourd'hui sera enregistrée afin qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des réflexions de nos invités. Veuillez donc désactiver votre caméra vidéo si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement. Une séance de questions et réponses est prévue après la discussion. Veuillez donc, s'il vous plaît, garder vos questions à la fin. J'aimerais aussi remercier la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada pour son appui financier qui permet au programme d'entrepreneuriat Femmes Plus d'exister et à cette discussion d'avoir lieu. Merci. Nous tenons aussi à remercier l'initiative Weekend Project pour son soutien au programme d'entrepreneuriat Femmes Plus et la plateforme Unthinkable pour son aide dans l'élaboration et la promotion de ces événements. Alors, sans plus attendre, veuillez maintenant accueillir nos panélistes. Kegwishka Félix, séjourne-nous à Ottawa, en Ontario. Elle est conseillère en orientation professionnelle et stratège en leadership, conférencière internationale, créatrice du balado primé Success by Design, et bientôt autrice. Audrey Dupuis se joint à nous de Vancouver en Colombie-Britannique. Elle est une entrepreneure spirituelle dont le travail est dédié à accompagner les femmes à travers leur transition personnelle, familiale et professionnelle. Myriam Bécouche se joint à nous de Montréal au Québec. Elle est une experte en leadership, conférencière, animatrice, accompagnatrice et fondatrice de Brain Spa. Une firme conseil et formation axée sur le développement du leadership inné et de la collection d'équipe. Bienvenue et merci d'être avec nous. Nous avons bien hâte à cette discussion. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter
et nous parler brièvement de votre entreprise et de ce qui vous a inspiré à explorer l'entrepreneuriat. Je vais commencer avec Myriam. Vas-y. Oui, bonjour, ça fait tellement plaisir d'être ici parmi vous. Merci pour cette belle introduction et surtout, ça me fait plaisir d'être entourée par un beau groupe ici et en virtuel et au-delà. Donc, pour moi, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial il y a déjà au-delà de 10 ans. Puis, en fait, j'étais dans un emploi et je m'y retrouvais plus. J'étais vraiment très tiraillée entre qui je savais que j'étais et qui je devais être dans l'environnement dans lequel je travaillais. Donc, beaucoup de mise de masque là, pour pouvoir fonctionner à chaque jour. Mais je voulais pas vraiment faire face à cette réalité pour commencer, jusqu'à temps que mon corps me dise que je peux plus rester là. Donc, finalement, petit à petit, j'ai vécu l'expérience, on pourrait dire, d'un épuisement professionnel, burn-out, en fait, qui était vraiment sous-tendu par aussi une dépression. Parce que je vivais. Puis la lourdeur, on pourrait en parler davantage si c'est d'intérêt, mais non seulement professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et comme on le sait dans la vie, des fois, les moments les plus difficiles, puis ça a été vraiment dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est là aussi on a des cadeaux, parce que ça nous demande de faire des choses que parfois on n'aurait peut-être pas pour moi, je le dirais, pas le courage de le faire, ou il y a tellement d'autres priorités, on essaie de gérer, on essaie de faire comme les autres. Donc, ça m'a invité à prendre un pas de recul, puis me dire, est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux tenter l'expérience de lancer ma propre entreprise? Chose que j'ai faite et qui m'a apporté énormément de belles expériences. Donc, c'est en fait le dernier point, puis après ça, j'ai hâte d'entendre mes panélistes ici. Le, Comme je sortais d'un milieu où justement je me sentais pas, j'avais pas la permission d'être qui j'étais et que je me sentais tellement mal à l'intérieur de moi. Tout d'abord, il a fallu que je rebâtisse un petit peu ma confiance intérieure, même mon identité en tant qu'individu ici sur la planète. Donc, en faisant des pas petit à petit, j'ai réalisé que tous les outils puis les apprentissages que je faisais, ben c'était ça que je voulais transmettre aux autres. C'était ça le cadeau que je me faisais, en fait, que je voulais refaire le cadeau aux autres autour de moi. Donc, c'est devenu l'idée fondamentale derrière BrainSpa, mon entreprise. Oh, merci Myriam. J'aimais bien trois mots que tu as dit, le courage, la permission et des cadeaux dans les moments les plus difficiles à ta vie. C'est vraiment bon. Merci. Gregishka, vas-y. Premièrement, merci beaucoup, Camilla et Rise Help pour m'avoir invité. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que Myriam a dit parce qu'on a, on a une histoire très similaire, ce qui est intéressant. Euh, j'ai fondé FLG, Felix Leadership Group. Euh, une entreprise spécialisée en leadership développement, oui, à la surface et en formation organisationnelle. Mais pareillement pour que, Myriam, c'est comme, elle répétait, puis je suis comme, mais mon Dieu, c'est la même histoire. Euh, j'ai travaillé en entrepreneuriat, en entreprise pendant plus de 15 ans dans le public, puis 10 ans dans le privé. Et à un moment donné, dans les dernières années, j'ai eu un burn-out, un épuisement mental et physique. Et dans mon cas, le physique s'est transmis en une paralysie. Alors, j'étais plus en mesure de marcher. Puis on en parlera après, mais au-delà de ça, tout ça m'a fait en sorte que j'étais obligée de regarder qui j'étais devenue. Est-ce que j'ai choisi cette vie ou est-ce que cette vie m'a choisi? Et je crois énormément au fait que lorsqu'il y a une éruption dans une vie, c'est un moment de pause pour se poser des questions, à une invitation à c'est quoi où est-ce que je m'en vais avec mes skis, en d'autres termes, en bon québécois. Puis à la fin de la journée, c'est où ce que ça a été la fondation de l'entreprise dans laquelle que je me suis engagée, à regarder les moteurs humains. Parallèlement avec Myriam au niveau de le inner, comme l'intérieur, mais moi, dans mon cas, c'est vraiment les moteurs humains. C'est quoi nos fondamentaux? C'est quoi qu'on néglige pour la performance? Et à l'intérieur de ça, oui, on regarde le bien-être, mais en même temps, on se dit, OK,
qu'est-ce que cette expérience m'a donné, puis quelles sont les vraies questions que je dois me poser. Puis en faisant ça, ça m'a permis de regarder le leadership de façon à ce que ça soit psychologique, social et émotionnel, afin qu'on puisse mieux interagir avec nous-mêmes, mais aussi interagir avec les autres. Oui, ça c'est beau aussi. C'est incroyable comment les moments difficiles peuvent devenir le plus beau cadeau de la vie et comment on peut apprendre partout quand on fait comme oh je peux pas, je peux plus. Donc ça c'est beau et c'est vraiment pareil à moi aussi, à Myriam. Oh my God, c'est vraiment intéressant. Audrey, vas-y. Oui, ben, merci pour m'avoir invité aussi. Merci Camilla pour la présentation. Je suis également ravie d'être parmi vous. Alors moi, j'ai une histoire un peu différente dans le sens où très tôt, j'ai voulu être entrepreneur, en toute honnêteté, parce que j'aime pas vraiment recevoir d'ordre de personnes ou de direction de personnes. J'ai tendance à vouloir marcher au rythme de mon propre tambour. Donc, les systèmes hiérarchiques allaient pas trop avec moi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai abordé l'entrepreneuriat par nécessité. C'était pas vraiment une inspiration sur le moment. Moi, je suis arrivée à Vancouver. Je suis devenue maman par surprise. C'était pas prévu dans mes projets. Et avec un permis de travail à l'étranger et sans vraiment cercle de soutien, ça a été très difficile. Enfin, c'était pas possible pour moi de trouver un emploi sans avoir une garde d'enfants. Et à Vancouver, c'était très, très cher à l'époque. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis là maintenant. Et j'arrivais pas à pouvoir me payer la garderie sans avoir de revenus financiers. Donc, en fait, j'avais un projet entrepreneurial avant d'être mise en face avec cette réalité. Mais il a fallu, enfin, j'ai décidé de commencer ma pâtisserie de la maison pour pouvoir générer des revenus parce que j'avais pas accès à des sources et j'avais pas de statut au Canada, donc j'avais pas accès aux aides du gouvernement non plus. Donc, moi, pour le coup, ça a démarré vraiment dans la nécessité et ça a été une première année très, très difficile. Mais j'étais très, très fière. Et j'ai pivoté après, donc ça, c'était entre 2018 et 2021. Et par contre, et c'est là que je vais rejoindre mes camarades Myriam et Krerishka, euh, c'est mon entreprise, moi, qui m'a mis en burn-out 3 ans après l'ouverture. Parce que en élevant une petite fille de 2 ans et en montant une entreprise opérationnelle, où j'avais besoin d'être en cuisine et de tout faire, genre c'était le one-woman show, bah, au bout d'un moment, pareil, mon corps s'est épuisé. J'ai eu des blessures qui ont fait que j'ai dû rester alitée, que je ne pouvais plus produire. Et ça a été un petit peu le cercle qui m'a montré qu'en fait, même si je voulais continuer à être entrepreneur, l'alimentaire, ça allait peut-être pas être pour moi. Avant ça, j'ai fait ma première carrière dans l'hôtellerie-restauration et les restaurants de luxe. Du coup, c'était naturel que je me sois dirigée dans l'agroalimentaire, dans la production alimentaire, mais c'était plus possible. Et j'ai pris 1 an après ça, ça a été une décision difficile de fermer la pâtisserie. Je l'ai vécu un petit peu comme un échec au départ. Mais en fait, une fois que j'ai réussi à me retaper un petit peu, à me recentrer sur moi, à me reposer et à faire le bilan un petit peu, je me suis rendu compte que d'une, j'avais appris beaucoup de choses. Et de deux, c'est ça qui a ouvert pour moi la porte de la santé mentale, puisqu'après ça, je me suis réorientée dans l'accompagnement santé mentale, la gestion de crise. Et j'ai fait plein de formations, donc je suis sur beaucoup d'entre nous, sur la régulation émotionnelle, la gestion du stress, l'équilibre, vie de famille, vie de travail, etc. Et c'est ce qui m'a donné l'impulse de démarrer ma seconde entreprise, qui est encore là à l'état de... Elle est dans le cocon encore. Je ne l'ai pas lancée officiellement à grande envergure, mais ça a été une évidence après ça, justement comme disait Myriam et Grégishka aussi, de transmettre tous les outils dont j'avais besoin moi pour me remettre sur de bonnes bases avec d'autres personnes que je voyais avoir de la difficulté dans des niveaux similaires. Oh, Voilà. merci. Merci Audrey pour ce partage. Parfois, l'esprit d'entreprise naît d'un besoin. Et on connaît bien que ça, c'est le plus important des fois quand tu trouves juste des problèmes, tu dois trouver une solution et peu importe comment. Et je pense que c'est vraiment, tu dois être courageuse pour aller commencer ça. Donc, merci. Et je pense que ton point, c'est vraiment bon pour la deuxième question. Je voudrais que vous me parliez un peu de votre rapport à la santé mentale dans le cadre de votre pratique entrepreneuriale. Comment votre rôle d'entrepreneur a-t-il contribué à votre bien-être et quels enjeux ou défis avez-vous rencontrés? Ah, je vais commencer par Myriam aussi, encore une fois, merci.
Parfait. Ben, ça va. Écoutez, pour moi, comme j'ai dit, ça allait vraiment. Ben, en fait, comme on a entendu, c'était un qui allait vers l'autre. Tu sais, j'avais commencé déjà à un moment où, au niveau de ma santé mentale, c'était quand même très difficile. Et j'ai fait volte-face au tout début. Et je partage cette anecdote parce que tu sais, j'avais commencé à déchiffrer le terrain, à prendre des contacts, à essayer d'avoir des contrats, puis ça allait plus ou moins bien. Donc, je me suis dit, non, il va falloir que j'aille prendre un travail. J'ai pris un travail, puis j'avais déjà mentionné, moi, j'étais déjà en burn-out puis en dépression. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on essaye d'aller plus loin que ce que notre corps est capable de faire? Ben, on rechute, puis là, pire. Donc, je me suis retrouvée avec 3 mois non fonctionnels, là. Donc, je l'ai appris dès le premier mois ou les premiers 3 mois que ma business dépend de ma santé mentale. Ça va de pair, c'est ensemble, on peut pas le diviser. Donc, bon, c'est sûr que pour moi, mon offre aussi relevait des outils que je voulais offrir, mais j'aimerais raconter 2 autres petites anecdotes. De un, j'ai trouvé ça aussi très difficile dans les débuts parce que j'étais en changement identitaire de qui suis-je maintenant que je suis entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire de repartir? Pour moi, c'était un peu un repart à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de pas d'avoir les compétences. Tu sais, j'avais, donc, petite mise en contexte, j'avais auparavant comme une certaine expérience professionnelle. J'étais reconnue dans mes petits cercles, mais professionnels. Et là, je me lançais sur une aventure où il n'y a aucun playbook, tu sais, il n'y a pas de règles. Il faut vraiment prendre des décisions par soi-même, puis expérimenter, puis avoir beaucoup d'échecs aussi pour apprendre, puis de se relever, puis de reprendre. Puis toutes ces compétences-là étaient complètement nouvelles pour moi, puis ça faisait aussi, comme j'avais déjà, j'avais une certaine vulnérabilité au niveau de l'estime de moi-même, j'ai trouvé ça très difficile. Et et ce qui m'a donné espoir ou ce qui a été le moteur pour surmonter tout ça, c'était une conviction par rapport au fait que c'était le moment pour moi de faire, comme j'avais dit, de me permettre d'essayer quelque chose de différent dans ma vie. Je dis, si c'est pas maintenant, ça sera quand? C'est le moment, on y va. Un. Deux, c'est l'autonomie. Donc, Audrey, je viens te rejoindre au niveau de l'hierarchie. En fait, quand moi j'ai fait mon propre recul, je me suis dit, et finalement, une des choses qui me grugeait à tous les jours que j'avais pas réalisé, c'était que j'ai trouvé ça très difficile de devoir suivre les instructions à un pas et à un rythme imposé par un système autre qui ne respecte pas mon rythme personnel. Ça s'arrête jamais et j'avais besoin d'une pause de ça. Donc, ce qui m'a soutenue lors de cette période où pour ma santé mentale, comme je dis, j'étais dans un état quand même assez vulnérable, c'était de revenir à cette autonomie que je me créais petit à petit. Puis pas dans tous les moments, puis c'était pas toujours parfait, mais l'autonomie que je pouvais avoir en tant qu'entrepreneur a été comme une bouée de sauvetage tout au long de mon parcours, non seulement au début, mais même aujourd'hui. C'est vrai, tout à fait. Je dis toujours que notre meilleur guide, c'est notre voix, mais ça va pas dire qu'elle n'est pas facile. C'est vraiment difficile à nous écouter comme notre voix et dire, OK, j'essaie les petites choses à sauver. Donc, ça fait du sens, Mia, merci. Kakishka? Dans mon cas à moi, euh, quand premièrement, à l'encontre de Audrey, je dirais, c'est que je suis devenue une entrepreneur par dépit. Parce que c'est pas ce que je voulais. Moi, j'aime la sécurité. J'aime le confort, je sais qu'est-ce qui va arriver, je sais quand ma paye rentre, je sais que chaque 2 semaines, j'ai quelque chose de constant. Et en plus, disons-le, j'avais quand même un haut poste, fait que j'ai aimé ce statut, cette signification que la société nous a conditionnés depuis qu'on est enfant à aller à l'école, continue ton parcours, tu vas devenir qui de droit, puis etc., etc. Fait que moi, je suis rentrée dans ce moule. La condition du burn-out était une réflexion et une conséquence de ce moule, parce que j'y allais à 200%. Mais l'autre chose que j'ajouterais, c'est que j'ai aussi éventuellement, plus on monte et on monte l'échelle salariale, plus on monte l'échelle de notre carrière, plus on met des masques. Et moi, le masque que j'ai eu, puis là je rejoins un peu Myriam, euh,
c'est qu'à un moment donné, en tant que femme et en tant que personne de la diversité, euh, le masque était devenu inconscient, mais j'ai commencé à le porter. Puis moi, le côté qu'on me dit l'authenticité à gauche, l'authenticité à droite, je le comprends, mais c'est pas toujours pour tout le monde. Parce que la réalité, c'est que quand tu es authentique, tu te fais taper sur les doigts. Quand tu ne l'es pas, tu te fais taper sur les doigts. Fait qu'à un moment donné, tu mets un masque qui représente tout le monde et en te perdant dans cette identité ou cette identité sociétale au lieu d'être une identité de ça, c'est Grigishka. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que quand maintenant j'ai transféré en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas eu le masque, mais j'agissais comme si j'étais l'employé de mon entreprise. Et en étant employé de mon entreprise, je ne mettais pas le chapeau de CEO, founder, etc., ou fondatrice, parce que quelque part dans ma trajectoire, mon trajectoire, j'ai perdu qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Alors, parler avec des clients, puis oui, j'avais beaucoup de confiance en moi, etc., etc. Mais à la fin de la journée, parce que je l'ai tellement vécu, puis j'ai été tellement masquée, que maintenant, quand je devais enlever le masque, je ne savais pas qui c'était, puis je ne savais pas qui parlait, puis les gens étaient comme, oh, j'aime cette personne, j'aime personne. Mais moi, j'étais très inconfortable avec cet élément de qui est cette personne qui parle avec ces gens-là? Pourquoi c'est pas la personne du 9 à 5 qui parle avec ces gens-là? Alors, j'ai perdu le sens. Fait que c'est, pour moi, la santé mentale en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est un élément où ce que ça ouvre toutes les portes, ça met tous les traumas dehors, puis ça met toutes les blessures que tu voulais cacher, ça les met dans ta face en premier lieu. Tu dois faire face à eux avant de continuer parce que la réalité, c'est que tes limites vont devenir un élément qui va t'empêcher d'avancer dans ton entreprise, que tu aies la belle vision, la belle équipe, etc., etc. La réalité, c'est que tu deviens ton propre ennemi. Tu deviens ton propre imposteur à l'intérieur de ton entreprise. Et une fois que j'ai enlevé ces masques, et une fois que j'ai commencé à apprendre qui j'étais et à réétablir l'identité que je voulais, que je suis, c'est là maintenant que l'entreprise a commencé à avancer. C'est là que maintenant j'ai commencé à faire des connexions. C'est là maintenant que même quand j'allais dans les réseautages, je pouvais dire bonjour, je m'appelle Grigishka, je suis, etc., etc. Au lieu de me cacher, même quand je recevais des trophées ou des reconnaissances, je les cachais parce que je ne voulais pas qu'on voit qui j'étais à l'extérieur de la personne qui n'était pas alignée avec elle-même. J'aime bien tous tes points, ils sont vraiment importants. Être vulnérable est vraiment difficile, spécialement quand tu es ton propre boss. Quand il n'y a pas de gens qui te disent ça va Camilla, ça va Grishka. C'est vraiment important ce que tu viens de dire. Et c'est un excellent point aussi parce que des fois, nous nous identifions souvent au rôle que la société nous impose au lieu de faire ce que nous sommes vraiment appelés à faire ou qui nous sommes réellement. Donc, c'est vraiment important. Merci de ce partage, Gagishka. Audrey, vas-y. Oui, c'est toujours fascinant d'écouter les parcours d'autres personnes, d'autres femmes, parce que même si dans le détail, tout se ressemble pas mot pour mot ou étape par étape, il y a toujours des lignes similaires et parallèles. Et je pense que on se reconnaît tout un peu dans le parcours des unes et des autres quand on échange. Alors, moi, j'avais envie de parler un petit peu parce que j'ai eu, de la place où je suis aujourd'hui, j'ai la possibilité de voir deux parallèles dans ma propre aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand j'avais la pâtisserie, j'étais vraiment dans le, pardonnez-moi le franglais, j'ai pas le mot équivalent, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à intervenir, mais le hustle culture, où moi je venais de l'opérationnel, ou pareil, j'étais dans les exécutifs. Et ben, quand on est hot achiever, dans la performance, etc., ben, on n'est pas en connexion avec soi-même. Donc, évidemment, comme disait Greg, on met des masques, etc., on ne s'écoute pas. Et c'est vraiment la performance, le résultat. Et puis, comme le disait Greg aussi, on n'a pas les politiques d'entreprise ou le CEO derrière qui on peut se cacher. On ne peut pas dire non, mais ça, c'est contre la politique, etc. On devient notre produit. Et du coup, peu importe si on produit des services ou des articles, euh,
les commentaires, la gestion clientèle, etc., ça vient nous chercher quelque part. Donc, ça a été un apprentissage par le feu de pouvoir mettre des limites, d'arriver à se dissocier de son identité, de celle de son entreprise, etc. Mais pour revenir sur l'aspect santé mentale, moi, ma santé mentale, grosso modo, je l'ai perdue avec ma première entreprise, puisque ça faisait pas partie de mes concepts. S'occuper de soi, prendre le temps, remplir son réservoir interne, savoir mettre ses limites, garder un rythme de vie sain. Moi, je travaillais 80 heures par semaine avec une petite fille de 2 ans qui, des fois, passait ses soirées sous le plan de travail pendant que je décorais les gâteaux, etc. Et même si, à l'époque, des fois, je ressentais un peu de frustration, parce que je me disais, bon, ben, si là, j'avais pas d'enfant, je pourrais travailler encore plus. Avec le recul, après, j'étais reconnaissante d'avoir cette petite fille qui me forçait à décrocher, qui me forçait à faire autre chose que travailler tout le temps. Mais vu que ma quête de la performance m'a amenée dans mon burn-out personnel, quand j'ai voulu repartir en entreprise, et les finances allaient bien, hein, je priorisais les finances à ce moment-là, au détriment de moi-même. Et quand je l'ai réalisé, c'était trop tard. Donc, en repartant dans l'entrepreneuriat, je voulais pas faire les choses de la même manière. Et vu qu'en plus, ma nouvelle entreprise est construite sur les valeurs fondamentales qui font qu'on prend soin de soi avant toute chose, parce que comme le disait Myriam aussi, bah, si on n'a pas la santé, si on n'est pas capable de travailler, une fois qu'on est entrepreneur, on n'a pas de revenus. Donc, ça a vraiment été une grande leçon pour moi aussi quand j'ai eu des soucis de santé qui m'ont forcé à mettre la pâtisserie en suspens pendant quelques temps. Ça m'a vraiment mis face à la réalité. Ok, bah, si je veux continuer à faire ça de manière durable, il faut que j'investisse dans moi-même et il faut que j'apprenne à connaître mes balises, quand c'est que je peux redresser la barre pour éviter que la branche casse, etc. Donc autant avant, sur ma première entreprise, c'était pas du tout dans ma ligne de mire et c'est quelque chose que j'ai complètement négligé. Autant la deuxième, en plus étant basée là-dessus, non, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que même si je sais que tout le monde n'a pas forcément, parce que je vois ça comme un privilège, mais j'ai fait le choix, moi, justement, de me concentrer sur des missions et des contrats qui sont vraiment alignés avec moi-même et qui me nourrissent, c'est-à-dire que le travail n'a pas l'impression d'être du travail. Mais ça m'est arrivé, et c'est toujours difficile, hein, parce que on veut générer des revenus, etc. Et moi, pour l'instant, j'ai encore un emploi sur le côté pour pas avoir ce stress financier qui a été présent au début de ma première entreprise. Mais c'est toujours difficile de dire non à un contrat, en plus quand c'est bien payé, parce que justement, je sais que ça va être, ça va être drainant, ça va pas être quelque chose qui va me nourrir, qui va m'allumer. Et si c'est, je le sens directement. Si quand je lis la proposition, je sens un gros non dans mon corps, je peux plus l'ignorer et passer à autre chose parce que je sais que je vais le regretter, peu importe le montant de la rémunération. Oui, et des fois, c'est plus difficile à dire non, c'est ça que j'ai besoin. Et il faut le dire. Même, je pense qu'il y a tellement de thèmes communs entre nous quatre. Et c'est toujours la pression, c'est toujours comme les expectatives des hauts qui sont vraiment difficiles pour nous. Et il y a tellement à dire sur la culture de la performance à outrance et la culte de la réussite. Les pires types de culture pour nous, les femmes. Donc, je suis curieuse. Je vais demander à notre participant par un sondage quel aspect du bien-être mental est le plus difficile à maintenir en tant que l'entrepreneur. Voici, vous pouvez répondre. On vous donne quelques secondes. Est-ce que c'est les limites entre vie professionnelle et vie personnelle, gestion du stress et de l'anxiété, prendre soin de soi et se reposer, maintenir sa confiance et sa résilience, créer et entretenir des réseaux de soi? Ça, c'est vraiment pas tout le monde, c'est la même chose, c'est bon. Mais on voit qu'il y a beaucoup des choses qui affectent notre santé mentale, notre bien-être mental. C'est pas comme une chose et c'est tout. C'est beaucoup, vraiment toutes les choses qu'on écoute par Myriam, Gishka, Audrey. C'est vraiment beaucoup de choses qui ça vient et ça passe partout. Merci de répondre. Je suis content que tout le monde s'est fait à la confiance de partager cette expérience. Donc, on va continuer. Comment votre approche quant à la santé mentale, au bien-être et à l'équilibre a-t-elle évolué au fil du développement de votre entreprise?
Cette fois, je vais commencer par Audrey. Vas-y. Alors, donne-moi une seconde parce que j'étais sur les résultats du Oui, sondage. Et, oui, je pense que j'étais vraiment rapide, excuse-moi. non, non, c'est Euh, OK. D'habitude, c'est pas quelque chose que je précise par rapport à moi, mais dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, j'en profite pour partager que je suis neurodivergente. Je sais pas s'il y en a parmi nous. Et que du coup, ben, comme beaucoup de personnes neurospicy comme je le suis, quand on a quelque chose qui nous intéresse, on entend le bruit derrière, mais on n'entend pas ouais, vraiment les ouais, mots. ouais. Donc, je prends une seconde pour relire la question. Euh, mais j'ai l'impression que j'y ai presque déjà répondu avec Oui, c'est ça. mon échange de tout à l'heure, en fait. J'ai fait deux et trois en même temps. Euh, mais en fait, ça a bien évolué. C'est passé de quelque chose duquel j'avais vraiment pas conscience ou que je négligeais. Parce qu'aussi, je pense que quand on est plus jeune, moi j'ai démarré ma première entreprise mi-vingtaine, on n'a pas non plus ce concept de devoir se reposer, on a plein d'énergie, on est go, go, go tout le temps, Mm. jusqu'à ce que oui, le corps rappelle. Moi j'ai fait une grosse crise aussi d'épuisement des glandes surrénales, c'est-à-dire que mon corps était plus du tout capable de gérer le stress. Et que je me suis rendu compte aussi en regardant que les sources de stress, n'étaient pas forcément l'entreprise, mais c'était aussi des connexions sociales, parce que on n'en parle pas assez souvent, mais tout le monde veut que tu réussisses jusqu'à ce que tu réussisses. Et du coup, il y a une espèce de nettoyage automatique qui se fait dans les cercles sociaux, et c'est pas toujours très facile à vivre, surtout quand voilà, on est en train de construire une entreprise et ou d'élever des enfants en même temps. Donc moi, je suis passée de santé mentale, ça n'existe pas, j'en ai pas besoin, à bah, c'est un peu mon pilier numéro un, donc j'ai intérêt à y faire attention. Et c'est Oui. vrai qu'aujourd'hui, même quand je sens les signes, il y a des fois, voilà, euh, pardon, non, le point que je veux vraiment aborder, c'est que il faut pas attendre que le temps de prendre soin de soi se présente parce qu'il se présente jamais, en fait. C'est quelque chose qui est difficile d'incorporer, mais si dès le départ, on arrive à se dégager, ne serait-ce que 2, 3 heures par semaine en fonction de l'emploi du temps, mais de se dégager du temps pour faire des activités qui nous plaisent, ou des fois rien faire. C'est difficile d'apprendre à ne rien faire, surtout quand il y a toujours plein, plein de choses à faire. Il ne faut pas attendre que le temps se présente, parce que sinon il ne se présente pas, en fait, et le temps qu'on se rende compte qu'on s'est ignoré un peu trop longtemps, ben, c'est généralement un peu trop tard. Donc maintenant, moi, je sais que dans ma semaine, peu importe à quel point elles sont occupées, je m'arrange pour qu'elle ait au moins 2 fois 2 heures par semaine où je vais ou rien faire, ou être en nature, ou m'occuper de moi, peu importe mon inspiration du jour. Mais c'est vraiment important d'inclure ce temps-là dans son emploi du temps, comme si c'était une réunion, en fait, ou une rencontre de vente. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est vraiment important. Tu as raison. Notre approche évolue à mesure que nous apprenons ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas. Je pense que Gregishka et Myriam, vous avez répondu un peu, mais je ne sais pas si Myriam, est-ce que tu veux ajouter quelque chose en plus? Oui, vas-y. Mais Grégishka, t'avais ouvert ton micro, vas-y, Ah, je suis on correcte, tu t'écoute. peux y aller. J'ai quelque chose à dire, mais je vais le dire après toi. Vas-y, vas-y. Bon. Donc, de mon côté, c'est effectivement, ça a beaucoup évolué. J'aimerais parler de quelques exemples concrets là, de stratégies, un peu dans la même lignée qu'Audrey, où tu nous as amené. Donc, au départ, pour moi, puis j'ai parlé d'autonomie, j'ai répondu à une question là-dessus dans le clavardage. Merci pour les questions, j'adore. C'est vraiment de dire que au départ, pour moi, c'était la santé mentale, c'était un travail, je dirais, qui prenait 70% de mon temps, dans le sens que j'ai mis ça en avant-plan en sachant que c'était la base sur laquelle je bâtissais non seulement mon entreprise, mais aussi mon bien-être, le point à la ligne, là, c'est clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis engagée de m'écouter, d'écouter mon corps. Donc, Audrey, j'ai adoré l'exemple, tu sais, dès que je sentais comme, je suis pas certaine de ce partenaire ou ce contrat, je suis pas certaine, je me posais plus la question, tu sais, de dire, mais attends, mon côté analytique dirait que c'est une bonne opportunité ou, peut-être c'est juste la peur intérieure qui fait en sorte que je veux dire non. Je dis, on met ça tout de côté parce que pour le moment, l'entraînement que je dois faire, le changement que je dois faire, c'est de me donner le droit de juste de dire non, de prendre une pause et de laisser ça là, sans l'analyser, sans essayer de me contredire, parce qu'il y a toujours une raison d'aller vers un contrat ou vers un partenaire. Donc pour moi, la santé mentale, au début, c'était vraiment ça.
Puis, c'était d'aller lentement. Donc, on avait parlé d'avoir certaines expériences de vie auparavant. Moi, j'avais une idée dans ma tête en tant qu'entrepreneur que je pourrais commencer par les sommets. Tu sais, je m'étais dit, pourquoi pas, on va commencer par les sommets. Même sachant par où je commençais. J'ai dû vraiment aussi, pour ma santé mentale, dire, je suis dans une phase de me rebâtir. Et qu'est-ce que ça veut dire de rebâtir? On n'apprend pas à courir avant de marcher. On n'apprend pas de marcher avant de ramper. Donc moi, je vais me rencontrer là où je suis, puis je vais faire des petits contrats avec des tâches que je connais très bien. Puis ça va me permettre de bâtir ma confiance. Ça va aussi me permettre de gérer mon stress parce que veux pas, d'avoir des tâches que je maîtrise mieux, ça me permet d'être un petit peu plus au repos et pas d'être dans un mode stretch là où je voulais être mais que je n'étais pas encore prête. Ça, c'était en début de parcours. Là, ça m'a pris quand même, tu sais, ça a évolué au fil des années. Je vais juste faire un fast-forward pour venir vers plutôt il y a à peu près 2-3 ans où j'étais, puis jusqu'à présent. J'ai réalisé à un moment donné que là, j'avais bien ancré des pratiques. Donc, des pratiques personnelles, le sport, toujours. Puis quand je dis le sport, je veux dire, ça inclut 20 minutes de marche dehors, là. N'importe quoi qui fait bouger le corps, on s'en fout. C'est ça, là. Wow, là. OK, on peut faire du vélo, on peut faire d'autres choses, mais une belle marche, ça va, là. C'est ça. On bouge le corps. Je fais quelque chose à l'extérieur de ma vie professionnelle. Ça, c'était aussi fondamental. Puis là, c'est sûr, quand je suis devenue maman aussi, pour moi, faire la chose à l'extérieur de ma vie professionnelle, en fait, c'était d'être maman. Puis j'ai beaucoup eu je me sentais mal à l'aise avec ça au départ. Après ça, j'ai juste accepté. J'ai dit, pour le moment, dans cette phase de vie, mon autre chose, ben, c'est d'être pleinement engagée dans ma famille. Puis c'est correct aussi. L'important, c'est de faire autre chose. Ça permet, puis il y a beaucoup de science là-dessus, ce qui est super intéressant, mais juste de faire ce changement, ce switch, très bon pour la santé. Puis la troisième chose que j'ajouterais, au-delà d'avoir une pratique personnelle, c'était finalement de me permettre d'aller vers les autres. Donc moi, je suis plus introvertie. OK? Je préfère essayer de régler mes choses de mon côté. C'est pas que j'aime pas avoir des conversations profondes, justement, tu sais, mais généralement, là, je me retire de cercles sociaux. Puis ma dernière phase, puis où là je suis, là, c'est la dernière pour le moment, là, il y en aura d'autres, c'est de dire il faut aller vers les autres, puis il faut connecter avec les autres, il faut se parler, puis il faut s'entraider. Puis ça m'a pris longtemps d'y arriver, donc je le dis vraiment avec beaucoup d'empathie, de douceur, quand c'est dans nos cordes, puis c'est pas au nez, c'est correct. Moi, quand j'avais fait je partage une anecdote dans un coaching, on m'avait dit à qui tu peux faire confiance, puis j'ai mis puis j'ai mis un cercle autour de moi. Tu sais, j'étais pas rendue là, c'est correct. Mais éventuellement, graduellement avec le temps, de pouvoir me retrouver avec ce sentiment d'appui puis de communauté, ça a été fondamental pour la prochaine étape de ma santé puis de l'appui de mon entreprise. Oh, oui, merci Myriam. Ton approche est vraiment importante. C'est vrai que la communauté est essentielle. Et aussi, je pense qu'il faut se souvenir toujours, nous n'avons pas besoin de permission pour nous reposer. Mais c'est vraiment difficile à se souvenir sur ça. Je pense que si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des entrepreneurs prospères. Donc, vous êtes dire des choses qui sont vraiment importantes. Grishka, je sais que tu voulais ajouter quelque chose. Vas-y. J'aurais ajouté par-dessus ce que je suis tout à fait d'accord avec Audrey, excuse-moi, et Myriam, j'ajouterais système. J'ai créé des systèmes. Ça a sauvé ma vie parce que pour de vrai, quand on commence, surtout en entrepreneuriat, on a souvent tendance à tout faire. On a tous les chapeaux du monde. Mais dans l'ère de AI ou l'intelligence artificielle, excusez-moi, du francophone à anglophone, la réalité, c'est que les systèmes, quand ils sont bien posés, tu peux travailler avec une petite équipe sans avoir à dépenser autant et toujours avec quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus stratégique. Puis c'est ça que j'ai utilisé, moi. Oui, j'ai utilisé l'approche interpersonnelle. Comme Myriam, je suis en anglais, il n'y a pas de français. Il n'y a pas de français pour ça. Social introvert. Fait que introverti social, si vous voulez. Mais la réalité, c'est que j'aime être chez moi.
c'est comme, donnez-moi mes jogging, puis je vais être assise dans mes jogging. Mais Ah, c'est bon, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est ça. Mais la réalité, c'est que pour faire une entreprise, tu peux pas être tout seul. Tu peux pas être chez toi, tu peux pas être caché, tu peux pas être ci, tu peux pas être ça. À la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé des systèmes pour pouvoir me permettre d'avancer, mais aussi pour permettre de me connecter avec d'autres personnes. Je me suis aussi entourée de mentors, de coachs qui sont beaucoup plus avancés que moi, qui sont comme une ou deux ou trois étapes plus en avant que moi. Et je me suis procurer une petite équipe qui sont soit sur un bench, ce qu'on appelle des gens qu'on emprunte, en d'autres termes, qui ont, pour la plupart de mon équipe, ont leur propre carrière ou leur propre entreprise et on partage nos ressources ensemble afin qu'on puisse avancer dépendamment de la vision. Fait que ceux qui travaillent pour moi avancent ma vision pour qu'on puisse, qu'il y ait un élément pour tout le monde. Et pareillement, je partage ma vision avec la leur dans leur entreprise. Fait que il y a cet élément de connectivité qui n'emprunte pas trop sur mon introversion, mais qui nous permet d'avancer et qui permet aussi de régulariser mes émotions, régulariser mon mental, régulariser mon côté psychologique. Oui, parfait. Et j'écoute pas de système, pas d'entreprise. Donc, les systèmes sont vraiment importants. Donc, merci. Je vais passer à la question suivante parce que cette année, le thème de la Journée internationale des droits des femmes est donner pour gagner. Excuse-moi, donner pour gagner. Ce qui met l'accent sur les pouvoirs de la connexion et du soutien entre femmes. Donc, comment votre entreprise vous a-t-elle permis de redonner ou de soutenir des rapports de bien-être et des communautés? Et comment ces mains tendues a-t-elle façonné votre propre croissance et nourri les ressources sur lesquelles vous vous appuyez? Je vais commencer avec Audrey. Euh, je sais pas par où commencer. Parce que Prends ton temps, prends ton temps. non, mais c'est une question tellement riche et qui va chercher dans tellement de ramifications. Disons Oui, que, et je sais pas si ça va être l'expérience de vous autres ici, peut-être même toi, Camilla, Myriam ou Gregishka, mais souvent, dans notre société, en tant que femme, en fonction de comment on a grandi, on est souvent en compétition les unes avec les autres. On a tendance à se comparer, à vouloir faire mieux, oh, à vouloir faire différemment, à se démarquer. Et du coup, des fois, on peut avoir de la résistance à chercher à se connecter avec d'autres femmes parce qu'on va avoir peur d'être jugé, on va pas avoir peur de faire moins bien ou de pas pouvoir honorer les engagements. Euh, et donc, il y a toutes ces pensées limitantes et ces peurs qui vont venir se mettre en travers de notre route. Mais quand on arrive à les dépasser, on crée des connexions tellement riches et on se rend compte que de tendre la main à quelqu'un à qui ça va ouvrir des opportunités, ben, cette personne, il y a 9 chances sur 10 pour que le jour où elle a l'occasion, elle va vous renvoyer l'appareil. Elle va vous donner une, deux ou trois opportunités de plus. Moi, je ne l'ai vu pas forcément d'abord dans le cadre entrepreneurial, mais quand j'ai changé de carrière, bah, des connaissances, des amis avec qui j'avais partagé, parce qu'aussi on a peur un peu quand on amorce un changement, c'est pas parfait, on commence, on n'a pas forcément trop d'expérience, on dit mais qui va me faire confiance, etc. Et d'oser parler de ce qu'on fait même quand on n'est pas encore sur un niveau d'expertise très avancé, ça permet aux gens de vous montrer qu'en fait, ben, ils vous connaissent, ils vous font confiance et de ce partage de confiance, ben, nous, on reçoit des opportunités. Et puis après, c'est un peu tout naturellement, je pense, dans l'être humain qu'on a envie de redonner quand on a reçu. Et moi, je l'ai vu très souvent, que ce soit pour se partager des offres d'emploi ou se partager des contrats, des missions, etc., où en fait, ben, c'est pas l'esprit de compétition qui prend le dessus, mais c'est plus la solidarité de sisterhood. Pour le coup, ça, voilà, on n'a que le mot patriarcal en français, la fratrie, mais l'assemblée, se connecter entre sœurs ou de voir les autres femmes comme des alliés, ça permet justement, quand on arrive à franchir cette résistance, de se rendre compte que, en fait, bien souvent, toutes les croyances qu'on avait, c'était juste dans notre tête parce qu'on a été conditionné à penser comme ça. Et que quand on se donne la permission, encore une fois, d'aller de l'avant et de connecter avec des femmes, ben, on a tout à y gagner. Donc, moi, ça a été quelque chose de très pivotant, et même encore, parce que de partager son parcours d'entrepreneur
avec d'autres femmes entrepreneurs, ben, on se comprend sans forcément avoir besoin de se dire pourquoi on se ressent comme ça à telle étape. Et ça permet de créer des réseaux d'entraide, de réseautage professionnel, etc., qui génèrent beaucoup plus d'opportunités qu'on peut le croire quand on est un peu timide. Oui. En effet, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que ces remarques sont vraiment importantes et me touchent beaucoup car ces thèmes peuvent être interprétés de tellement de manières différentes. Et je pense que Myriam et Gregishka vont dire peut-être des choses différentes ou pas, mais je pense que c'est un thème général et tu peux comme l'interpréter de plusieurs fois. Mais j'aime bien ton point de voix et j'adore ce que tu as dit parce que c'est vraiment triste de voir des gens se faire concurrence au lieu de travailler ensemble. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ça. Il y a beaucoup de travail qu'on peut faire, mais c'est un exemple de comment quatre femmes peuvent travailler ensemble et c'est vraiment bon, d'un bon exemple pour moi. C'est juste mon opinion. Alors, qui vous... ok, Gagishka, vas-y. J'aime beaucoup le point de... Quand Audrey a commencé, je fais que... Ouh! Euh, Parce qu'il y a une réalité. Oui, c'est vrai que c'est la journée de la femme ou la semaine de la femme ou le mois de la femme, La moi. comment vous le regardez. Mais la réalité, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas pour mes collègues, mais moi, personnellement, ce sont des femmes qui m'ont fait du mal. Hmm. Puis souvent, on n'en en parle pas parce qu'on est des femmes, puis on passe à travers comme une sorte de... On parlait de masque tout à l'heure, mais on passe un peu, en tant que femme, un groupe de femmes, on passe à travers une sorte de masque, hommes contre femmes, etc., etc. Et croyez-moi, ce sont les hommes qui m'ont plus poussé vers l'avant que des femmes. Au contraire, les femmes ont mis des bâtons dans les roues. Et je trouvais ça très triste. Mais malgré tout, fait qu'il fallait que je passe à travers ces douleurs de je ne comprends pas comment ça se fait que, après avoir passé à travers tous ces éléments, un élément que, puis je pense que c'était dans le sondage aussi, qui a eu un impact sur moi, c'est que ça a eu un impact sur ma confiance et sur ma confiance envers l'autre. Et Audrey le mentionnait tout à l'heure en tant que est-ce que je résiste? Mais dans mon cas, c'est pas une résistance imaginaire, c'était réellement une résistance basée sur des événements qui se sont passés, qui ont contribué à mon épuisement et par conséquent au fait que je suis devenue paralysée. Fait que la réalité, c'est que j'ai dû faire ce qu'on appelle un choix. En anglais, on dit choose to belong. Puis je me rappelle quand ma coach, qui était une femme, elle m'a dit, c'est une anglophone, elle me disait, tu as besoin de choisir d'appartenir. Je trouvais ça tellement ridicule. Je suis comme, comment tu veux que que je choisisse? C'est pas un choix, c'est quelqu'un d'autre qui doit me dire que j'appartiens à un groupe. Puis le moment que j'ai commencé à accepter de choisir d'appartenir, parce que c'est ça, il fallait que je passe à travers ma résistance, c'est là où ce que j'ai commencé à réaliser que oui, il y a certaines femmes, puis c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu mets tout le monde dans le même bateau. Oui, il y a certaines femmes qui te font du mal, ou il y a certains hommes qui te font du mal, ou il y a certains X, Y, Z qui te font du mal. Mais lorsque tu vas au-delà de cette fenêtre, puis que tu commences à regarder les gens comme à leur essence, comme un peu qu'est-ce que Myriam mentionnait tout à l'heure, c'est là où ce que tu réalises que tu vas chercher des particularités. Tu sais, Myriam, Audrey et Camilla, tout à l'heure, ont mentionné qu'on a tous le même on a différents vécus, mais on a tous un point en commun à la base. On a tous vécu quelque chose qui fait en sorte que moi, je suis devenue curieuse. J'aimerais m'asseoir avec Myriam, puis Audrey, puis Camilla pour savoir, est-ce que tu peux me parler plus en profondeur de ce que tu as vécu? Puis comment on peut travailler ensemble pour pouvoir faire en sorte que on s'aligne, pour pouvoir aider, puis que je contribue à toi, à ton cheminement ou à ta vision, pareillement pour Audrey et pareillement pour Camilla. Puis je crois qu'une fois que je suis allée au-delà de cette appartenance, ou j'ai commencé à redonner confiance à certaines personnes, j'ai encore du progrès à faire, à certaines personnes pour pouvoir élargir ma vision de l'autre. Et j'ai pris le côté psychologique, oui, mais cette intersection avec le courage que Audrey a mentionné tout à l'heure. Puis je les ai mis ensemble pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire être brave? Qu'est-ce que ça veut dire marcher de l'avant? Puis qu'est-ce que ça veut dire bâtir
une entreprise à l'intérieur de 2026? Puis qu'est-ce que je veux laisser et léguer à mes enfants, comme Audrey mentionnait tout à l'heure? Parce que je veux pas léguer à mes enfants que les femmes sont méchantes, puis les hommes sont ci, les hommes sont ça. Je veux léguer un élément où ce que, euh, il y a une base. Oui, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, mais comment je fais pour aller chercher ceux qui sont bons pour contribuer à la société, puis on marche main dans la main ensemble. Puis c'est ça que je voulais ajouter dans pour cette thématique. Très beau, Griska. C'est très attendre parce que je veux beaucoup la même chose, malheureusement. Mais il faut donc partager ces messages que tu viens de dire pour apprendre les uns aux autres à travailler ensemble plutôt que de façon isolée. Et aussi de souvenir que nous avons toujours les choix. Nous avons toujours les choix. C'est vraiment important. Et le passé ne nous définit pas. N'importe quoi, ce qu'on a vécu, le passé ne nous définit pas. Myriam, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour toi? Oui, bien sûr, mais tout d'abord, wow, juste, j'ai le cœur ici, mais dans un bon sens, là, c'est comme, ça explose, là, Oh mon Dieu! des beaux conseils, des beaux apprentissages. Puis ça, on le sait, là, on a tous, on a vécu des choses pour arriver à ces leçons-là. Donc, merci, merci, merci. Wow. Euh, je l'ai pris, je vais faire un peu une aparté, juste de dire que j'ai pris cette question dans un tout autre sens, mais ça me tente de vous le partager. Parce que ça, je peux vous parler un peu de culpabilisation. Moi, quand j'ai lu la question au départ, j'étais comme, ah ben là, je fais rien, je fais pas assez, là, je devrais donner plus. Pourquoi, tu sais, comme, j'ai commencé à me mesurer contre un idéal de qu'est-ce que ça voulait dire de donner, d'être généreux, tu sais, vraiment d'être généreuse, de participer dans l'entraide, en tout cas. Donc, comme j'ai dit, je vous partage ça parce que je pense que c'est une illustration. Tu sais, justement, on parle de santé mentale puis de stress. Ça, c'est la voix intérieure, héritée de je sais pas trop où on peut avoir des idées et qui me sert à peu près rien. Je l'entends, je l'accepte et je la mets de côté. Et après ça, le point que je voulais vous partager, c'est juste de dire que je pense que tous et toutes ici, tout le monde ici, il y a des gestes qu'on fait que parfois on reconnaît peut-être même pas, qui sont des gestes ancrés dans la générosité, où on a donné un cadeau sans le savoir, ou en le sachant, mais ça peut être des mini-moments, tout aussi que les grands moments, et ça compte. Tu sais, c'est la fois qu'on a choisi d'avoir une conversation, peut-être pas avec le titre de mentor, mais on a pu partager un petit peu une expérience, un vécu. C'est la fois où on a choisi d'accompagner quelqu'un dans un moment difficile. Pas au point où on se submerge aussi, mais qu'on est là pour eux, où on se laisse accompagner par quelqu'un d'autre. Puis ça, je tiens à le souligner aussi parce que parfois on pense, oh là, c'est moi qui ai pris. Mais non, quand on marche main dans la main, un avec l'autre, ça prend les deux. Ça prend quelqu'un qui est courageux, qui est vulnérable et qui se permet de se dévoiler. Donc, juste souligner tous les petits gestes qu'on peut faire sans même le reconnaître. Et un dernier que je voulais aussi ajouter, c'est là, on est ensemble, on est en communauté. Rise, vous avez des programmes extraordinaires pour se retrouver justement en communauté, puis on vous les souhaite là, de les vivre si c'est pas déjà fait. Et mon petit défi, mais avec amour, c'est de dire, euh, vous pouvez aussi commencer juste autour de vous, de rassembler une personne, deux personnes, lancer une bouteille à la mer sur une communauté entrepreneuriale Facebook dans votre communauté, demander à deux ou trois autres personnes de se rencontrer avec vous, puis voyez qu'est-ce qui peut se passer. Ça, c'est donner. C'est donner sa vision, c'est donner son énergie, c'est donner son temps envers quelque chose de meilleur pour tout le monde qui vont dire oui, je me présente. Absolument. J'aime bien ça, Myriam. Merci beaucoup. C'est là pour durer des heures et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de cette conversation. Vous êtes vraiment bon, incroyable. Mais on a 5 minutes, 4 minutes. Donc, je vais comme lancer une dernière question, 30 secondes chacune. Donc, quel conseil ou quelques mots, juste quelques mots d'encouragement donneriez-vous à d'autres femmes plus en entrepreneuriat qui cherchent un équilibre entre ambition, bien-être et soutien à leur communauté? 30 secondes chaque. Je vais commencer par Gregishka. Vas-y. Très simple. A pour audace, A pour ambition, car elle change l'équation. Hmm, je vais dire rien. Ça, c'est parfait. OK, merci beaucoup. Audrey, vas-y.
Moi, je voudrais dire pareil, deux mots, que ça existe. Au début, on a du mal à se dire qu'on va pouvoir tout concilier, la réussite professionnelle, le temps personnel, le bien-être, etc. Et ça va prendre des essais, des erreurs, et on recommence. Mais il ne faut pas se décourager. Tous vos besoins méritent d'être répondus. Et il y a une formule qui va être la vôtre et qui va vous permettre de tout concilier sans devoir faire trop de sacrifices. Tout à fait. Merci beaucoup. Myriam, vas-y. Magnifique. Ça vient rejoindre un peu, pour moi, c'est chaque ère, chaque phase à son moment. Donc, sachez que par moment, on peut pas tout faire tout le temps, partout, mais on peut, pendant certaines phases, faire ce qu'on a, on peut prioriser d'une certaine façon, le changer, faire des choix et arriver à l'équilibre qui vient nous accompagner là où on est dans le moment présent. C'est vraiment important de s'accompagner là où on est dans la phase de vie qu'on est. Ça va, tout à fait, c'est vraiment important. On a 2 minutes. Je vais donner la parole au public en répondant à une question peut-être. Est-ce qu'il y a autres questions par rapport les panélistes? Je vais regarder les clévardages ici. Audrey a partagé quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Myriam a répondu. Gregishka, je pense que j'ai une question pour toi. Quelle histoire tellement profonde? Ah, ok. Quels sont les signes que l'on commençait à porter un masque? Cela nous aide de savoir si l'on devrait avoir une crainte d'en porter un. Hmm. Hmm. Une très bonne question, très profonde, puis j'ai 1 minute pour le dire. Euh, Moi, 30 secondes. Mais s'il n'y a pas de temps, on peut rester après que je conclue l'événement. Donc, si les invités vont rester. Mais vas-y, Gagishka, s'il te plaît. euh, comment savoir ou déterminer si on a un masque? Premièrement, j'ai un principe où on est en train de développer, fait que je vais le partager ici présent, malgré que je sais que ceci va être en ligne. Euh, c'est quoi tes priorités? On parle souvent de valeurs, valeurs personnelles, valeurs ci, valeurs ça. La réalité, c'est qu'on a aussi un élément qui est, en anglais, c'est les drivers, tes motivations. Puis il y a 3 questions que je pose. Qui es-tu? Qui contrôle, quelle décision qui te contrôle? D'où vient cette décision? Puis la troisième, c'est quelles sont tes ambitions? C'est quoi tes objectifs? Puis souvent, il faut que tu te poses la question avec d'autres questions qui viennent avec qui t'a permis de prendre ces décisions? Qui a mis ou instruit ou imposé ces informations sur toi depuis ta tendre enfance? Fait qu'il faut vraiment faire une évaluation de qui on est au-delà de que tu aies 60 ans, que tu as 70, que tu as 50, que tu as 40, que tu as 20. Faire une rétrospective de qui on est pour savoir qui, euh, qui vient, excusez, là, j'ai l'anglais en ce moment, who shows up, qui vient ou qui perdure à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de nos maisons, puis afin qu'on soit réel avec soi-même. Et souvent, lorsqu'on sort de la maison, on est une personne, puis lorsqu'on est à l'extérieur, on est une autre. Est-ce que tu peux réconcilier les deux? Parfait, merveilleux, merci. J'espère que vous repartez aujourd'hui avec au moins une chose qui vous aura vraiment marqué, que ce soit davantage axé sur votre bien-être ou sur l'engagement communautaire. Le plus important est que vous ayez confiance en vous et que vous soyez certain d'être capable, car ces femmes extraordinaires aujourd'hui l'ont fait et aussi. Voilà ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Je tiens à remercier chaudement nos incroyables panélistes pour leur générosité et leur expertise, ainsi que notre super public pour son attention et ses questions. Pour en savoir plus à propos des RISE et de nos programmes, visitez le www.risehelps.ca ou suivez RISE Helps sur Facebook ou Instagram. Merci et bonne journée à tout le monde. Si nous n'avons malheureusement pas pu répondre à certaines questions, notre panéliste va rester quelques minutes. Mais s'il n'y a pas de questions, on vous en va, mais je vais juste réviser